Moi, je vois au moins une utilité, un intérêt dans ce voyage-là, c'est la clarification de la position française. Parce qu'en fait, c'est un point qu'on n'a pas abordé. On sort d'une séquence où on ne savait plus véritablement quelle était la position de la France. On a rarement connu sur un dossier international autant de signaux relativement contradictoires où finalement des positions se sont exprimées. La position du gouvernement ou la position Mais c'est bien la question. Parce qu'il y a effectivement plusieurs positions. Je suppose que vous parlez d'Yael Braun-Pivet, qui a exposé un soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Mais les canaux officiels de la France, c'est-à-dire le président de la République et la ministre des Affaires étrangères, ont toujours dit la même chose. Ils ont toujours dit qu'ils soutenaient l'État d'Israël, qu'ils soutenaient Israël et qu'Israël devait respecter le droit de la paix. Donc je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu tant de sensibilités différentes dans l'exposition de la diplomatie française. Vous voyez si, bien sûr, parce que notamment cette position de la France, elle n'est pas née le 7 octobre. Donc, certes. Oui, et que par conséquent, lorsqu'on met en perspective la question de la position de la France par rapport au conflit israélo-palestinien, ce qu'on a entendu après le 7 octobre ne correspondait pas forcément à la tradition, ce qu'on appelle à la ligne mitterrandienne. Et en cela, on ne savait plus très bien quelle était la position de la France. On a eu quand même l'irruption, l'émission, et on n'a pas beaucoup d'exemples dans notre histoire diplomatique de la présidente de l'Assemblée nationale qui a exprimé sur un dossier très très chaud une position qui ne correspondait ni à un consensus de l'Assemblée nationale, ni à la position de l'État français. Donc là, il y avait encore une fois une source de trouble qui méritait pour le moins une clarification. Et surtout, encore une fois, je reviens sur l'intérêt de cette visite, en ce sens où, notamment à travers la conférence de presse qu'on vient d'écouter, on a retrouvé des éléments probants, clairs, cohérents, qui s'inscrivent précisément dans la tradition de la ligne française sur ce conflit-là, basé sur deux piliers. D'un côté, reconnaître non seulement le droit d'Israël d'exister et de reconnaître la priorité de sa sécurité, et de l'autre, comme pendant, le droit aux Palestiniens à l'autodétermination, c'est-à-dire, in fine, à créer un État. Donc, ce sont les deux éléments qui font équilibre et qui sont fondés sur le droit international. Or, là, on a perçu des éléments relativement contradictoires ou qui manquaient par rapport à cet équilibre, notamment le fait, vous parlez de cohérence par rapport à cette ligne, non, après le 7 octobre, on n'a plus entendu notamment ni d'appel au cessez-le-feu, ce qu'on entendait traditionnellement à travers la voix de la France sur ce conflit, et deuxièmement, pas de référence non plus aux limites exprimé par le droit international en matière... Ça a été évoqué hier dans un deuxième temps, pas dans un premier temps. C'est pourquoi, dans un deuxième temps, précisément, ça a été précisé. Et on a retrouvé tout ce puzzle mis en cohérence aujourd'hui à travers la voix du président. Ça renvoie aussi à l'intérêt, encore une fois, de la conférence de presse et de la prise de parole du président Macron, qui a essayé de se projeter dans l'après. Ça, c'était pas évident. Tout le monde est quand même obsédé par l'urgence et par le discours sécuritaire. C'est marrant parce que hier, vous me disiez c'est un peu trop tôt de se projeter dans l'après, d'envisager un processus politique. Mais c'est audacieux. Et finalement, vous trouvez que c'est plutôt bien vu Déjà, je constate. Oui, bien sûr. Je constate que lui s'est projeté, et je trouve ça assez audacieux de sa part. De parler déjà de l'après, Alors, il n'a pas assumé la relance du processus de paix, mais il a dit... Une reprise du processus politique. Et donc, il a commencé à reparler en termes... et parler en termes politiques. Et se dégager un peu de l'obsession sécuritaire, qui est aussi l'obsession du jour, ce qui est normal. Mais lui, c'est quand même projeté. Le problème, c'est lorsqu'on se projette, on a besoin de partis pour négocier, trouver une solution politique. Il identifiait le président Abbas comme la partie palestinienne légitime, en excluant logiquement le Hamas. Le problème, c'est qui est en face. A priori, on a un gouvernement israélien, incarné par un Premier ministre Netanyahou. Sauf que, précisément, ce qu'on vient de voir là, c'est pas d'un côté les colons qui seraient isolés, qui seraient des aventuriers sans attache organique ou déconnectés de la vie politique. Non, ils sont représentés au sein du gouvernement de droit commun, si j'ose dire, puisqu'il y a un gouvernement d'urgence actuellement. Ils sont représentés, leurs intérêts et leurs discours sont défendus officiellement, je veux dire, par le gouvernement israélien. Donc, l'après en question, la solution politique... D'où l'exercice d'équilibrisme extrêmement compliqué pour le chef. Non, parce que le président, en même temps, n'a pas identifié cette réalité politique-là comme un problème en soi. Vous voyez, donc, il y a aussi un problème
au sein de la vie politique. Autant il y a un vide démocratique côté palestinien, parce qu'il n'y a pas d'élection depuis près de 15 ans maintenant, il y a une démonétisation de la légitimité de l'autorité palestinienne, autant du côté israélien, la démocratie, ce régime connaît une dérive très grave, qui relève en grande partie d'un processus de colonisation qui affecte le régime lui-même. Le président Macron, on comprend bien la situation exceptionnelle du point de vue humanitaire, mais ce qui est aussi remarquable, c'est en fait peut-être de rappeler la normalité à Gaza, l'après. Après ce conflit, Gaza va plus ou moins se reconstruire et reconnaître, enfin revivre sa normalité. Mais la normalité de Gaza, c'est aussi une vie au quotidien consistant qui consiste dans la gestion humanitaire d'une population vivant dans une prison à ciel ouvert, comme on dit, une population de 2 millions de personnes, dont la moitié est mineure, si j'ai bien compris. C'est aussi ça qui est exceptionnel dans ce conflit. C'est le niveau, le seuil de tolérance de situations qui ne sont pas tolérables du point de vue du droit international humanitaire. Or là, on parle justement de la dimension humanitaire, de la catastrophe humanitaire qui se dessine sous nos yeux, mais en fait, après, ce qui va se dessiner, c'est le retour à une normalité qui consiste, pour les Gazaouis, à être sous perfusion, grâce aux agences onusiennes et grâce aux ONG internationales et locales. Emmanuel Macron a annoncé qu'il y aurait... oui, mais ça, on connaît très bien. Les Européens, c'est leur fonction dans la région, et en particulier dans ce conflit. Financer une forme d'assistance humanitaire pour permettre aux Gazaouis de survivre. Donc, est-ce que c'est politiquement concevable comme perspective, puisqu'il a essayé de se projeter? Je ne pense pas. Dans l'imaginaire collectif, on peut faire la comparaison entre Hamas et Daesh, mais concrètement et politiquement, c'est pas viable. C'est pas viable parce que vous avez une branche militaire qui, elle, peut être visée et comparée mais pas la à branche Daesh. Mais la branche politique, elle siège à Doha, donc chez un allié qui est le Qatar. Donc c'est pas concevable. Merci beaucoup.